catalytique en présence, bien sûr, des enzymes. Donc, encore une fois, nous avons expliqué leurs propriétés structurales, bien sûr, le fait qu'ils soient dotés de cycles ou d'hétérocycles avec des liaisons pi, donc avec une richesse électronique, les substitutions nucléophiles, etc. Donc, nous avons expliqué en quelque sorte via les coursiers que nous avons traités. Donc, souvent, on focalise sur le site réactionnel et on focalise sur ses propriétés catalytiques. Donc, nous avons montré qu'est-ce qui confère en quelque sorte à ces toutes petites molécules organiques le moyen d'activer les substrats et de les préparer pour que l'enzyme intervienne dessus avec une facilité, avec des énergies d'activation relativement faibles pour que la réaction se fasse à une vitesse bien sûr très très importante par rapport à la réaction non catalysée. Donc là, c'est un peu le volet mécanistique. Je suppose que maintenant, quand vous entendez parler d'enzyme ou de coenzyme, vous voyez l'intérêt, tout simplement, et vous voyez le mécanisme via lequel l'enzyme réalise tout simplement ces miracles en quelque sorte, dans le sens où elle active ou elle augmente énormément les vitesses de réaction par rapport aux réactions non catalysées, réactions biochimiques. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut parler? Non, c'est bon? Ok. Donc, si vous ne parlez pas, désactivez s'il vous plaît votre micro pour qu'il n'y ait pas de son bizarre. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la partie enzymologie, en fait, excusez-moi, à la partie cinétique enzymatique que vous avez déjà vu pour ceux, bien sûr, qui ont traité l'enzymologie dans le doc, et donc vous avez déjà vu dans le doc par la cinétique de Michaelis-Menten. D'ailleurs, je vous présente ici sur le début de mes diapos, voilà, Léonore Michaelis et Maud Menten qui ont été derrière la modélisation mathématique de Michaelis-Menten d'une enzyme, bien sûr, à ce substrat. Voilà pourquoi nous faisons ça. Vous avez compris pourquoi j'avais relativement insisté sur la mécanistique ou les mécanismes réactionnels de l'enzyme. Maintenant, vous allez vous demander à quoi nous sert la cinétique enzymatique. Donc, à quoi nous sert la cinétique enzymatique? Vous savez bien que je vous ai expliqué, travailler avec une enzyme pour comprendre, une fois que vous avez compris son mécanisme d'action, vous devez passer tout simplement à sa cinétique pour essayer de voir un peu comment elle évolue en fonction du temps, quelles sont ses capacités, son efficacité réactionnelle, d'accord, quels sont ses modulateurs, inhibiteurs voire activateurs, comment elle fonctionne, d'accord. Est-ce que c'est tout simplement une enzyme voilà, qui évolue parce que c'est une enzyme avec un seul protomère, donc qui évolue normalement avec une cinétique hyperbolique, comme décrit par Michaelis-Menten. C'est une enzyme plutôt avec plusieurs oligomères et qui va nous montrer une cinétique qui n'est plus hyperbolique, qui est plutôt exponentielle. Et donc, ça veut dire que cette enzyme n'a pas seulement la fonction d'activer, mais elle va avoir la fonction de réguler tout simplement donc un transfert métabolique quelconque. Et donc, via tous ces paramètres, donc nous allons pouvoir comprendre comment moduler l'activité d'une enzyme si on veut tout simplement utiliser cette enzyme dans les biotechnologies. Donc, qu'est-ce qu'on peut récolter quand on étudie la cinétique enzymatique, d'accord? Donc, d'abord, nous allons évaluer la vitesse, d'accord? Comment on évalue la vitesse? Durant cette séance, je vais demander beaucoup. J'aimerais vraiment avoir votre retour. Pour moi, c'est très, très important parce que
Je voudrais savoir votre niveau de connaissance par rapport à vos acquis en enzymologie, s'il vous plaît. Comme cette première partie, je suis sûre que la majorité d'entre vous l'ont fait. C'est pour peut-être aller un peu plus vite si vous maîtrisez déjà les notions de départ, d'accord? Donc, on va suivre l'apparition des produits ou la disparition des substrats. Donc, généralement, vous avez vu ça au dos, ce sont les différentes manières via lesquelles nous pouvons suivre le déroulement d'une réaction enzymatique et évaluer sa vitesse via, bien sûr, vous le savez tous, c'est la vitesse initiale, d'accord? Et donc, pourquoi nous cherchons tout ça? Parce que de manière expérimentale, nous aurons la possibilité d'établir une équation de vitesse. Et l'équation de vitesse, généralement, elle est, comme vous avez vu déjà l'année dernière, elle va nous refléter une équation d'une vitesse en fonction des concentrations, voilà, des espèces réagissantes. Et vous allez voir, il y a les concentrations et il y a les constantes de vitesse. Et par la suite, nous allons les remplacer par les paramètres réactionnels, c'est-à-dire dans cette équation de vitesse, nous allons faire apparaître les concentrations des substrats réagissants, mais nous allons également faire apparaître les paramètres cinétiques, c'est-à-dire la vitesse maximale, la constante de Michaelis qui va nous refléter l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat, etc. Et vous allez voir quand nous allons passer aux enzymes à deux substrats, donc nous allons pouvoir vraiment approcher même les mécanismes via lesquels donc l'enzyme traite les deux substrats dans le processus de fixation ou dans le processus de libération des produits. Donc via l'équation de vitesse, via la cinétique expérimentale, vous allez tirer des conclusions quant au mode de fonctionnement de votre enzyme. Et donc, l'équation de vitesse, vous allez voir qu'à chaque fois que nous allons nous attaquer à une particularité enzymatique, nous allons d'abord commencer par l'équation de vitesse. Parce que c'est via l'équation de vitesse que nous allons, bien sûr, proposer des méthodes graphiques. D'accord? Donc, les méthodes graphiques qui vont nous permettre d'analyser nos données expérimentales, généralement, exactement comme nous allons faire dans notre TP, d'accord? Donc, nous allons donner plusieurs concentrations de substrats, récolter les vitesses ou plusieurs concentrations d'enzymes et récolter les vitesses, c'est-à-dire la vitesse de formation de produits. Et donc, de cette manière-là, donc nous allons tout simplement commencer par établir une représentation graphique. Elle-même va nous permettre tout simplement de tirer des conclusions quant au mode de fonctionnement des enzymes, quant au schéma réactionnel que nous ne pouvons pas connaître comme ça dès le début. D'accord? Si on purifie une enzyme, on l'a bien sûr, mais on ne peut pas deviner comment cette enzyme agit. D'accord? Il faut qu'on nous fassions une expérience en lui changeant les concentrations de substrats, lui changeant les concentrations d'enzymes, etc. Mettre des modulateurs et donc faire des représentations graphiques et par la suite donc tirer des conclusions quant aux paramètres cinétiques de cette enzyme. Et donc quand je marque en quatrième lieu, ça nous permet de percevoir le degré de complexité, d'accord, du parcours réactionnel, d'accord. Est-ce que c'est une réaction réversible? Est-ce qu'elle tend vers l'équilibre? Est-ce qu'elle est irréversible? Est-ce que c'est une réaction monomoléculaire ou utilise plutôt plusieurs substrats ou plusieurs substrats, etc. Donc, on peut également tirer des conclusions quant aux intermédiaires réactionnels, etc. Donc, généralement, une étude de la cinétique enzymatique nous donne une idée tout simplement sur le parcours, sur le cycle enzymatique, c'est-à-dire donc la relation, la rencontre, la fixation des substrats, les intermédiaires et la production, bien sûr, des produits de la réaction. Donc là, je vais tout simplement ici rappeler la cinétique chimique. Je vais voir si vous la maîtrisez, on peut y aller pratiquement rapidement parce que vous savez bien que nous aurons besoin de ça. Une cinétique biochimique, c'est d'abord une cinétique chimique et tout simplement, donc on a toujours besoin de rappeler les bases. D'accord? Donc la vitesse d'une réaction, vous savez bien que tout simplement, nous pouvons... oui, je ne suis pas en diaporama, vous auriez dû me le dire. Voilà.
Voilà, vous pouvez suivre maintenant mon curseur comme je ne suis pas au tableau. Donc voilà, la vitesse d'une réaction enzymatique. Donc généralement quand on l'exprime, c'est toujours une constante de vitesse, d'accord, et le produit des espèces réagissantes, d'accord, A, B ou A, B, C, ou tout simplement A, c'est tout simplement un seul substrat. Et donc, c'est comme ça qu'on l'exprime. Donc, vous avez ici toujours la constante de vitesse et vous avez ici les concentrations des espèces réagissantes. D'accord? Donc, quand on la suit, donc on peut également la suivre, vous le savez bien, soit par la disparition des substrats, regardez, moins dA sur dt par rapport au temps, soit, voilà, c'est encore la disparition du substrat. Je me réfère toujours à l'équation, la réaction que je vous donnais, A plus B dans C plus D, soit plutôt à la disparition, excusez-moi, soit à l'apparition des produits. Voilà. Donc, le dC sur dt ou le dd sur dt, d'accord? Donc, soit la disparition du substrat, soit l'apparition des produits, c'est toujours le meilleur moyen via lequel nous suivons de manière expérimentale également la réaction enzymatique, d'accord? Donc, la constante, vous le savez bien, c'est la constante de vitesse. Cette constante de vitesse, vous savez bien également qu'elle est intimement liée aux conditions expérimentales, aux conditions du déroulement de la réaction, c'est-à-dire tout ce qui est température, pression, force ionique, etc. Donc, pratiquement, elle est liée, ça veut dire qu'elle peut changer si on change tout simplement les constantes thermodynamiques de la réaction. Là, c'est pour maintenant, c'est pour l'ordre de la réaction. Donc, l'ordre de la réaction, vous savez bien qu'il y a l'ordre d'une réaction, il y a tout simplement en fait, à côté de l'ordre de la réaction, vous avez la molécularité. D'accord? La molécularité, normalement, vous le savez bien, c'est un concept théorique qui rend compte du nombre de particules qui participent au processus réactionnel. D'accord? Par contre, il peut, à la limite, être confondu à l'ordre d'une réaction. D'accord? Mais il va être confondu quand vraiment la réaction ne fait pas intervenir des intermédiaires réactionnels, d'accord? Par contre, l'ordre de la réaction, il est plus compliqué dans le sens où l'ordre de la réaction, c'est une grandeur expérimentale. Donc, j'ai besoin de faire ma réaction et d'établir dans mon équation de vitesse. Et dans l'équation de vitesse, normalement, nous pouvons toujours la représenter en fonction d'une constante, voilà, la constante de vitesse avec tous simplement les concentrations en substrat et avec des exposants, d'accord? Les exposants, donc alpha, bêta, gamma, voilà, sont relatifs bien sûr au substrat auquel, voilà, ils sont liés, d'accord? Donc, ces exposants-là, ou la somme des exposants dans une équation de vitesse, d'accord? Donc, la somme des exposants des facteurs de concentration dans l'équation de vitesse, voilà, va rendre compte sur l'ordre total de la réaction, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma, c'est l'ordre de la réaction. Par contre, je peux parler d'un ordre partiel. Voilà, le alpha, voilà, c'est l'ordre partiel par rapport à A, le bêta, c'est l'ordre partiel par rapport au B, et le gamma, c'est l'ordre partiel par rapport au C, c'est-à-dire au substrat. Tout ça, ce sont les espèces réagissantes ou les substrats. Et l'ordre de la réaction, donc ce qu'il faut noter, c'est que c'est une grandeur expérimentale. Vous ne pouvez pas le deviner. Ce n'est pas comme la molécularité. Il faut faire une expérience, voilà. Et par la suite, en établissant l'équation de vitesse, vous pouvez tirer des conclusions quant à l'ordre de la réaction. Donc, en enzymologie, nous allons rappeler l'ordre des réactions systématiquement, surtout au début, voilà. Mais souvent, en enzymologie, vous allez retrouver l'ordre 0, l'ordre 1, voilà. Et parfois l'ordre 2, mais généralement, c'est l'ordre 0 et l'ordre 1 dont nous avons parlé. Est-ce que nous allons parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, voilà, ce que c'est qu'une réaction d'ordre 0? Par rapport déjà à ce que je vous ai montré. C'est une grandeur. Madame, une réaction. Oui.
Une Oui, vas-y. réaction d'ordre zéro, je pense qu'il va être la vitesse égale à la constante, seulement la constante. Voilà, donc la vitesse, c'est une constante. Alors pourquoi? Par rapport à l'expression que je vous ai mis. Donc, une vitesse d'ordre zéro par rapport à A, ça veut dire quoi? Regardez, qu'est-ce qu'il va y avoir ici en alpha? Puissance zéro. Très bien. Voilà, tout simplement, ici, il va y avoir le zéro. Si elle est d'ordre 1, ici, il va y avoir un ordre 1, tout simplement. Donc, normalement, quand on dit c'est une réaction d'ordre zéro, regardez, si le zéro est là, comment on va, si bien sûr, on va traiter une réaction monomoléculaire, c'est plus simple pour comprendre l'ordre, d'accord? Si vous avez un A qui donne un produit P, d'accord? Si vous avez un zéro ici, comment va être égale la vitesse? Donc, A à la puissance 0, c'est 1. Et donc, vous allez avoir une vitesse d'ordre tout simplement 0. Et ça veut dire une vitesse qui est complètement constante. Donc, si vous voulez l'exprimer d'une autre manière, vous allez dire une réaction d'ordre 0, puisque la vitesse est constante, ça veut dire que c'est une réaction d'ordre 0 par rapport à un substrat. Ça veut dire que le substrat ne régit pas la vitesse de la réaction. Il n'intervient pas, d'accord, dans la vitesse de la réaction. Généralement, c'est un substrat qui va être en excès, d'accord? Et par la suite, c'est très simple. Quand la réaction est d'ordre A, ça veut dire que ici vous allez avoir un A, d'accord, par rapport à un substrat A. Et donc, ça veut dire que la vitesse va être égale à KA. Et ça veut dire tout simplement que le substrat régit la vitesse de la réaction. Le substrat où la vitesse est proportionnelle à la concentration de substrat. D'accord? Et donc là, on saura que le substrat va être généralement limitant. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, ça, c'est ce que je vous dis ici, c'est ce que je vous démontre. Donc, si vous le connaissez, on va y passer rapidement pour gagner le temps. Voilà, c'est ce que je vous montre ici, une vitesse d'ordre 0. Donc, la vitesse est égale à K parce que A à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, c'est moins dA sur dt. On sait que c'est moins dA sur dt parce qu'une vitesse, normalement, peut être exprimée par la disparition de ce substrat qui m'intéresse. Donc, quand je vais intégrer, je vais trouver que A, c'est moins 4t plus A0. A0 représente la constante à l'instant T0, d'accord? Et donc, vous allez voir, quand on va l'exprimer, regardez, vous allez voir un substrat qui va diminuer. Et là, c'est très important que vous faites attention à ça. Donc, c'est une proportionnalité parce que c'est tout simplement une fonction affine. D'accord? Vous avez ici, voilà, tout simplement, A est égal à moins 4t, voilà, plus A0, voilà, moins 4t plus A0. Ça veut dire que vous allez avoir une pente, tout simplement, qui va vous exprimer le cas. D'accord? Et normalement, quand vous faites votre expérience, vous suivez la disparition du substrat en fonction du temps, hop, vous allez voir tout simplement une proportionnalité parfaite. Voilà, négative ici, elle va être positive par rapport à l'apparition du produit. Voilà. Et donc là, quand vous voyez ça, automatiquement, vous allez dire c'est une réaction d'ordre 1 par rapport au substrat, voilà, qui nous intéresse. Donc, le moins K ici, voilà, regardez, quand vous exprimez ici le moins K, vous faites la constante de vitesse, elle va être égale à A, regardez, moins A0, si je ramène ici A0, divisé par le temps, d'accord? Donc, ça veut dire A moins A0 divisé par le temps, donc son unité, ça va être des mol. D'accord? Unité de temps moins 1, c'est mol, minute moins 1 ou mol, seconde moins 1. Voilà. J'attire votre attention là-dessus parce que vous allez voir, nous allons traiter trois ordres, l'ordre 0, l'ordre 1 et l'ordre 2. Et vous allez voir que chaque constante, la constante relative à une réaction d'ordre 0, va avoir une unité. Quand la réaction est d'ordre 1, elle va avoir une unité différente et l'ordre 2 va avoir encore une unité différente. Et donc, si vous êtes intelligent, rien qu'en vous donnant l'unité de la constante de vitesse, vous pouvez tirer des conclusions quant à l'ordre de la réaction. Voilà, ça n'a pas besoin sincèrement d'une intelligence extraordinaire, mais donc tout simplement, je dis ça de cette manière. Voilà. Donc, pour une réaction d'ordre 1, maintenant, vous avez compris. Là, il va y avoir ici 1. Donc, vous allez avoir le Ka. D'accord? Donc, si on fait comme tout à l'heure, d'accord? Donc, ça veut dire que le dA sur A,
voilà, ça va être moins 4T. Donc, je vais ramener le moins ici. Donc, le dA sur A est égal à moins 4T. Et donc, quand je vais intégrer, ça va me donner tout simplement le log de A est égal à moins 4T plus le log de A0. Voilà, regardez, log de A sur A0 parce qu'il va y avoir moins A0. Regardez où je suis là. V est égal à moins dA sur dt est égal à A. D'accord? Donc, le dA, oui, là, il y a peut-être... Non, c'est bon. Donc, dA, c'est moins 4T. D'accord? Donc là, je vais avoir log de A0 sur A. Comment je le fais? C'est tout simplement là, log de A moins 4T plus log de A0. Ça, c'est quand j'ai intégré. Et donc, si je ramène ici, log de A moins log de A0, je vais avoir log de A sur A0 est égal à moins 4T. Donc, je vais revenir là. Donc, la même chose, je peux également passer ici à l'exponentielle. Donc, ça va me donner A est égal exponentielle de A0 exponentielle de moins 4T. Voilà. Et c'est pour ça que généralement, c'est une fonction, quand vous représentez le A en fonction du T, vous allez avoir une fonction exponentielle. Voilà, il va y avoir une disparition de manière exponentielle. Mais si vous représentez le log de A, vous allez avoir une fonction affine rapide. Donc là, j'attire votre attention que le temps de demi-vie, normalement pour une concentration d'ordre 1, ne dépend pas du tout de la concentration de substrat. Vous avez peut-être déjà fait ça. Vous pouvez le faire vous-même, d'accord? Le temps de demi-vie ou de demi-réaction, c'est tout simplement le temps nécessaire pour que il y a la moitié du substrat qui a été transformé en produit. Donc, il suffit de remplacer. Donc là, c'est le A0. Quand il y a ici le temps 1,5, si vous mettez temps 1,5, donc le A au temps 1,5 va être égal à A0 sur 2. D'accord? Et donc, vous pouvez facilement faire le calcul. Vous ramenez K ici, d'accord, KT. Et donc là, ça va être log de A0 sur A. Ça va être log de A0 sur A0 tout simplement sur 2, ça va donner le log de 2, tout simplement divisé par K. Donc le temps de demi-réaction, regardez, c'est le log de 2 qui est 0,693 divisé par K. Donc là, c'est une tout simplement constante, il ne dépend pas du tout de la concentration de substrat. C'est ce qui caractérise une réaction d'ordre 1. Donc quand vous représentez cette fonction affine, encore une fois, fonction, excusez-moi, de logarithme, vous allez voir le log de S, voilà en fonction du temps, hop, c'est encore une fois une droite et la pente c'est le moins K. Donc la pente c'est moins K. Si vous revenez ici, d'accord, le moins K c'est là, d'accord. Et donc faites attention, voilà, ça va être log de A. Le K, ça va être log de A moins log de A0 divisé par le temps, d'accord. Donc log de A moins A0 divisé par le temps. Vous me suivez? Oui, madame. Voilà, d'accord. Voilà, donc là, log de A moins A0, voilà, divisé par le temps, voilà. Donc, divisé par le temps, donc ça va vous donner tout simplement, cette fois, une dimension qui est tout simplement le seconde moins 1, parce que ici, regardez, vous allez diviser. Regardez, là, j'ai log de A moins log de A0, d'accord? C'est log de A sur A0. Et donc là, je vais tout simplement simplifier par le molaire. Donc le molaire, il n'y est plus. Divisé par le temps. Donc là, ça veut dire que je n'aurai que la dimension du temps qui va caractériser ou qui va être l'unité de mon cas. Donc de A sur A0 divisé par T. Donc je vais avoir une unité en seconde moins 1 ou en minute moins 1. Et c'est ce qui caractérise une réaction d'ordre 1. Excusez-moi. Donc la constante de la vitesse d'une réaction d'ordre 1, d'accord, à une dimension tout simplement, ou une unité seconde moins 1, tout simplement, c'est juste la dimension temps qui va apparaître comme unité de la constante de vitesse. Voilà. Quand on passe à la réaction d'ordre 2, bon, là, je vais prendre soit une réaction d'ordre 2, c'est soit une réaction, parce que vous savez bien qu'une réaction d'ordre 0, il faut bien le noter, que c'est une réaction généralement où le substrat est en excès. Il est là, il est présent, mais en excès. Quand on passe à une réaction d'ordre 1, généralement, c'est soit une réaction qui est monomoléculaire, d'accord, donc c'est juste un seul substrat et il est limitant, d'accord? Soit vous allez avoir deux substrats et un des substrats est en excès par rapport à l'autre. Et généralement, ça donne une réaction d'ordre 1.
D'accord? C'est ce qu'on appelle une dégénérescence de l'ordre et c'est ce qui caractérise la réaction enzymatique en début, bien sûr, au début de la réaction. Donc, c'est une réaction en principe, malgré que vous allez avoir l'enzyme et le substrat. Comme le substrat est en excès par rapport à l'enzyme, seule la concentration en enzyme va régir la vitesse de la réaction et nous allons tomber sur une réaction d'ordre 1. Voilà. Une réaction d'ordre 2, d'accord, soit c'est une réaction qui est bimoléculaire, soit vous allez avoir deux molécules du même substrat qui réagissent, d'accord. Donc, je vous donne la démonstration, ce n'est même pas la peine qu'on la relise, vous l'avez. Je veux que vous arriviez tout simplement au résultat. Donc, c'est pas du tout compliqué, vous pouvez le faire, c'est un peu comme on a fait les deux premiers, d'accord. Donc, vous allez trouver que le log de A0B sur B0A, d'accord, c'est tout simplement, d'accord, B0 moins A0 KT. D'accord, B0 moins A0 KT. Là, via ça, je vais juste vous expliquer un peu comment on peut, mathématiquement, on peut montrer ces dégénérescences de l'ordre. Je vais peut-être le faire parce que ça me gêne de ne pas écrire sincèrement. Excusez-moi de ne pas écrire. Regardez, je vais passer ici. Et je n'écris toujours pas très bien, parce que sinon j'aurais fait ces démonstrations directement, mais c'est parce que j'ai un problème avec mon stylet, donc je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. D'accord? Donc une réaction d'ordre 2, regardez. Voilà. Donc je vais avoir le log de A0, voilà, pas très pratique ici, voilà, B, divisé par B0A, voilà, B0 et A, ça va être égal à B0, voilà, moins A0, voilà, KT. KT. Bon, excusez-moi, je vais, voilà, je reprends, donc K, il suffit que je m'applique, voilà, KT, voilà. D'accord. Alors, si vous avez deux substrats qui sont impliqués dans la réaction, et vous avez l'un supérieur à l'autre. Alors, dites-moi comment on peut simplifier cette équation. Regardez, par exemple, je vais avoir, on prend ce que vous voulez, par exemple, A0 très supérieur à B0. Comment on peut simplifier cette équation? C'est le cas, là c'est 0. C'est ce que vous allez avoir dans la première partie de la réaction enzymatique, en sachant que là, peut-être c'est le substrat et là, c'est l'enzyme. Et donc, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. J'insiste là-dessus, c'est tout simplement parce que c'est le début de votre réaction enzymatique. Comment on peut simplifier ça? Si A0 est très, très importante par rapport à B0, comment va être A0 par rapport à A? Pourquoi vous avez éliminé le B0? En fait, quand on a ici, là c'est un produit, faites attention, là c'est un produit, donc on ne peut rien éliminer, d'accord? Vous pouvez l'éliminer ici à la limite, d'accord? Et écrire moins à 0, je suis d'accord avec toi, d'accord? Mais ici on ne peut pas l'éliminer. Donc alors il faut réfléchir, regardez, si vous avez A plus B donne un produit P, d'accord? Et là, bien sûr, c'est A0, B0, d'accord? Si A est très grande par rapport à B0, comment va être A0 par rapport à un temps T? A0 va être supérieur de A. Elle va être supérieure à A, mais si vraiment, je vais vous donner un exemple. Si A, c'est à peu près 10 puissance, par exemple, moins 1. Et B0, c'est 10 puissance moins 6. Je vais donner un exemple. Même si la réaction est totale, ça c'est le temps T0, d'accord? C'est le temps T0. Au temps T, même si la réaction est totale, d'accord? Combien je vais transformer de A en P? Au maximum, étant donné que A réagit avec B.
D'accord? A réagit avec B. Et B, c'est 10 puissance moins 6. D'accord? Si toute la réaction, même si tout le B a réagi avec A, la quantité de A qui va réagir au maximum, c'est 10 puissance moins 6. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Maximum. D'accord? Alors, comment elle est 10 puissance moins 1 par rapport à... Bon, là, quand il va y avoir la réaction, ça va être 10 puissance moins 1 moins 10 puissance moins 6 au temps T. D'accord? Au début, excusez-moi, maintenant, c'est le temps T. Voilà, c'est le temps T. Faites attention à ce que j'écris. D'accord? Regardez. Donc, au début, bon, maintenant, je vais éliminer ça et je vais dire au temps T, donc la concentration de A, je ne sais pas pourquoi dans cette partie ça n'écrit pas, la concentration de A va être 10 puissance, ah oui, oui d'accord, excusez-moi. La concentration de A va être égale à 10 puissance moins 1 moins 10 puissance moins 6. Comment elle va être par rapport à 10 puissance moins 1? Si vous amputez 10 puissance moins 6 de 10 puissance moins 1, est-ce que c'est beaucoup? Non, très faible. Voilà, c'est très très faible. Donc en général, à un instant T, la concentration de A va être égale à peu près à A0. Voilà, on peut pratiquement les mélanger. A égale à A0. Donc comment vous allez plutôt maintenant, comment vous allez simplifier la réaction? Donc je vous ai expliqué. Donc si le substrat B est faiblement présenté par rapport à la concentration de A, voilà, donc le maximum de molécules de A qui vont réagir vont être égales à la concentration initiale de B. Donc, s'il est très faible, donc à l'instant T, il va y avoir très peu de molécules de A qui vont réagir. Et donc, automatiquement, donc le A0 et le A vont être à peu près, voilà, voisins. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, on va plutôt simplifier par rapport à A. Et donc, ce que je vais avoir ici, c'est, donc je vais écrire n'importe quoi. Oui. Il faut que je trouve un stylet le plus tôt possible parce que c'est pas évident d'écrire avec la main. Donc, je vais avoir, voilà, le log, excusez-moi, log de A, log de B, excusez-moi, log de B sur B0. Sur B0. Très bien. Voilà, quand je suis au tableau, voilà, ça va être égal à moins. Là, je vais maintenant, comme c'est une addition, je vais tout simplement négliger B0 par rapport à A0, moins A0, KT. D'accord? Vous voyez? Donc, log de B sur B0, voilà, est égal à moins A0 sur KT. Donc, ça va être tout simplement une autre constante, c'est K', celle-là plutôt. Voilà. Et donc, ça rappelle quel type de réaction ici? C'est une réaction comment? D'ordre 1? Voilà, c'est une réaction d'ordre 1 par rapport à B. Ça, c'est une constante. Et ça, c'est une constante. Donc, c'est une seconde constante. Donc, là, je vais avoir log de B sur B0 est égal moins K'T, tout simplement. Donc, là, c'est une réaction d'ordre 1 par rapport au AB. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire quand il va y avoir deux espèces réagissantes dans une réaction, l'une est en excès par rapport à l'autre, donc la vitesse de la réaction est pratiquement liée à la concentration du substrat qui est présent en faible concentration, c'est-à-dire à la concentration limite, au substrat qui est limitant. On peut parler de substrat limitant. Et donc l'autre substrat qui est présent en excès ne régit pas du tout la vitesse de la réaction. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dégénérescence de l'ordre. D'accord? Donc, pratiquement, c'est une dégénérescence de l'ordre. Donc là, notez ça bien, c'est le cas de la réaction enzymatique. Quand vous allez avoir l'enzyme et le substrat qui vont réagir, quand on va être présent, on est seule la quantité d'enzyme régit la vitesse de la réaction. Quand il est présent en excès, et ça, c'est très important. Nous allons redémontrer ça, bien sûr, via l'équation de Michaelis. Donc là, ce que je
Ici, je vous donne un exemple de réaction d'ordre 2, simplement, c'est-à-dire quand il y a deux molécules du même substrat qui réagissent. Et donc, si vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire vous suivez la réaction via la disparition du substrat A, c'est bien sûr c'est Ka0. Regardez, ça c'est une réaction d'ordre 2 par rapport à A. Ka0, voilà. Donc, ça va vous donner tout simplement dA sur A0 égale à moins kdt automatiquement. Et donc, quand vous intégrez, ça va vous donner 1 sur A est égal à kT plus 1 sur A0. Pourquoi je vous montre ça? Pour tout simplement vous montrer que l'unité de l'équation d'une réaction d'ordre 2 est encore différente de celle d'une réaction d'ordre 0 ou celle d'une réaction d'ordre 1. Vous allez avoir ici K, voilà, ça va être égal à 1 sur A moins 1 sur A0 divisé par T, d'accord? 1 sur A moins 1 sur A0, voilà, divisé par T. Donc là, ils vont être toutes les deux en bas, c'est-à-dire le temps de concentration. Donc, vous allez avoir une constante de vitesse, tout simplement avec une unité en molaire moins 1, seconde de moins 1. Donc, ça, c'est très, très important à noter. Molaire par seconde, c'est une réaction d'ordre 0. Voilà, juste seconde de moins 1, c'est une réaction d'ordre 1. Et molaire moins 1, seconde de moins 1, c'est la constante de vitesse d'une réaction d'ordre 2. Voilà, donc par la suite, je vous demanderai dans les étapes réactionnelles, j'ai dit que avec une réaction enzymatique, vous allez voir ordre 1, vous allez voir l'ordre 0, vous allez voir donc l'intermédiaire entre ordre 1 et ordre 0. Généralement, on va suivre ça sur la cinétique enzymatique. Donc maintenant, on passe à, on a fait ces petits rappels sur la cinétique chimique. Donc, à savoir donc, la vitesse de la réaction, on peut l'exprimer toujours avec la constante de vitesse, le produit de la constante de vitesse avec les concentrations des espèces réagissantes. Ça, il ne faut pas oublier ça. On peut par la suite la suivre avec la disparition d'un des substrats ou l'apparition d'un des produits. Ça aussi, c'est important. L'ordre d'une réaction, donc, il représente toujours la somme des exposants des exposants des facteurs de concentration dans l'équation établie de manière expérimentale. Voilà. Par contre, la molécularité, elle est établie de manière théorique, c'est le nombre de molécules qui vont intervenir dans la réaction chimique. Voilà, donc ne pas oublier la réaction d'ordre 0 qui n'est pas régie par rapport à un substrat, ça veut dire que le substrat ne régit pas la vitesse de cette réaction et vous déduisez automatiquement que c'est tout simplement un substrat qui va être en excès. Une réaction d'ordre 1, c'est une réaction qui est régie par un seul substrat, dont la vitesse de réaction est régie par un seul substrat. Et une réaction d'ordre 2 ou plus, c'est tout simplement une réaction dont la vitesse est tout simplement régie par deux substrats ou tout simplement par quand il y a l'intervention de deux molécules de substrat qui interagissent entre elles du même substrat. Voilà. Donc maintenant, quand on va passer à la cinétique enzymatique, la première des choses, vous allez le voir si vous passez un peu, vous partez un peu dans le chemin de l'enzymologie, vous allez voir que pour le biochimiste, le premier souci qu'il va avoir quand il aura envie d'établir la cinétique de son enzyme, de suivre l'apparition de son produit, la disparition de son substrat, ça va être toujours la manière avec laquelle il va suivre. Ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord. Donc la première des choses déjà il faut trouver une particularité qui va permettre de suivre un des réactifs, soit le produit, soit le substrat, d'accord? Soit une propriété spectrale, une propriété bien sûr colorimétrique, fluorimétrique, soit une propriété de pH métrique, c'est-à-dire le substrat va larguer un proton quand il va produire son produit, ou va plutôt gagner un proton et plutôt tout simplement alcaliniser la réaction. Donc on peut suivre la réaction par des mesures de pH.
soit par technique radioisotopique en marquant tout simplement les réactifs par radioisotope et en suivant tout simplement l'apparition du produit, en suivant l'apparition des produits sur des compteurs à scintillation liquide qui vont nous permettre de suivre soit bien sûr l'apparition du tritium ou du carbone 14 ou autres qui ont pu marquer les substrats au début, d'accord? Et là encore, donc on va peut-être pas rentrer dans ce détail. Si le substrat et le produit ont la même scintillation, ça veut dire qu'il faut tout simplement essayer de séparer les substrats des produits. Je vais vous expliquer ça au TD, d'accord, pour ne compter que le produit ou que le substrat s'il y a une ressemblance au niveau, bien sûr, du marquage radioisotopique. Voilà, on peut également suivre via des dosages immunologiques, comme on peut suivre par polarimétrie. Et là, encore une fois, il faut chercher tout simplement cette caractéristique de variation du pouvoir rotatoire, voilà, via la molécule de substrat ou via la molécule de produit. Sinon, on ne va pas pouvoir suivre ça. Par exemple, pour l'invertase, elle va transformer le saccharose en glucose et fructose. Un des exemples de la possibilité de suivre par polarimétrie. Donc, le saccharose, c'est l'association du glucose qui est dextrogir et du fructose qui est lévogir. D'accord? Quand ils s'associent tous les deux, dans la lévorotation du fructose étant plus importante que la dextrorotation de la molécule de glucose, donc vous avez tout simplement, excusez-moi, je crois que je m'exprime mal. Donc vous avez la molécule de glucose, d'accord, de saccharose, excusez-moi, ça c'est le substrat. Et les produits, c'est le fructose et c'est le glucose, d'accord? Donc, le saccharose est dextrogir, d'accord? Le fructose et le glucose, donc comme je disais, donc le glucose est dextrogir, le fructose est lévogir, et la lévorotation du fructose, elle est importante par rapport à la dextrorotation du glucose. Donc, le mélange ou le produit va être lévogir, d'accord? Donc, quand vous mettez l'enzyme, vous pouvez tout simplement constater donc un changement du pouvoir rotatoire de la solution où les deux produits sont solubilisés par rapport à celle où seul le saccharose était présent. Voilà, donc là c'est un exemple simple de la possibilité d'appliquer cette technique. Et vous avez également la résonance magnétique nucléaire. Donc, sincèrement, actuellement, c'est soit la radioisotopie, soit la RMN. Là, on voit maintenant beaucoup plus de prise de RMN, parce que là aussi, c'est très, très intéressant. En suivant l'état de protonation des intermédiaires d'un cycle enzymatique, nous pouvons tout simplement approcher. Voilà, on interprète le signal, bien sûr, de la résonance magnétique, les signaux, les différents signaux. Et généralement, donc, on assigne, voilà, un signal à un type de proton donné, d'accord? Par exemple, si je suis avec une lipase, je peux savoir à quel moment, c'est-à-dire les intermédiaires même métaboliques de la réaction, les intermédiaires de la réaction, d'accord? Par exemple, si le proton il fait partie d'une fonction méthyle, d'accord, ou s'il fait partie d'un groupe acide, ou s'il fait partie, voilà, du glycérol ou d'un diglycéride, etc., etc. Donc là, je peux reconnaître les intermédiaires et donc je peux carrément aller savoir la spécificité de la lipase. Est-ce qu'il coupe le triglycéride en position 1 et 3 ou en position 2 ou en position 1 et 2, etc. Donc on peut avoir beaucoup de détails quant à pratiquement la spécificité ou la manière avec laquelle coupe la réaction, et également on peut avoir des idées sur le mécanisme de la réaction, comme on peut suivre tout simplement l'apparition du produit. Voilà, l'apparition du produit par une lipase, c'est également simple parce qu'on peut également la suivre par la pH maîtrise, d'accord? Parce que normalement, quand on coupe un triglycéride, on va produire des acides gras libres, et donc il va y avoir une acidification au niveau du milieu réactionnel. Mais la résonance magnétique, c'est beaucoup plus précis par rapport à la pH maîtrise. La pH maîtrise, ce n'est pas du tout évident de maîtriser la variation de pH et ça peut induire énormément d'artefacts.
Voilà. Donc, si je résume ce que je viens de dire maintenant, deux choses. Avant d'opter pour un choix donc d'un moyen ou d'un autre pour suivre la réaction enzymatique, vous devez soit avoir donc une propriété, vous devez d'abord connaître les propriétés, voilà, physico-chimiques de votre substrat et de votre produit, ou de l'un des deux, d'accord. Vous devez les connaître tous les deux dans le sens où si par hasard c'est la même propriété qui existe dans les deux, substrat et produit, donc vous ne pouvez pas suivre parce que vous ne pouvez jamais savoir est-ce que voilà, le substrat est transformé en produit ou il est resté sous forme de substrat parce que les deux réagissent de la même manière. Donc, il faut trouver une propriété, il faut que cette propriété soit différente entre la molécule du substrat et la molécule du produit. C'est très intéressant. Je vais vous expliquer. La dernière fois, nous avons parlé du coenzyme nicotinique, par exemple, le NAD, si vous vous rappelez bien, et je vous ai dit que le NAD, sous sa forme oxydée, NAD+, bien sûr, il est capable d'absorber la lumière à une longueur d'onde. Vous vous rappelez, c'était 260. Et je vous ai dit que sous sa forme oxydée, il va absorber de la lumière et en 260 et à 340. Et là, je vous ai posé la question, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'à 260, c'est tout simplement le cycle d'adénine qui absorbe, alors que à 340, c'est plutôt le cycle voilà, nicotinique qui absorbe, donc, et il absorbe différemment quand il est oxydé ou quand il est réduit, ce qui fait, c'est pour pouvoir suivre cette réaction, on ne va jamais la suivre à 260 parce qu'on ne saura jamais si c'est le NAD+ ou le NADH. Donc, quand on veut suivre une réaction où le coenzyme nicotinique est impliqué, c'est systématiquement à 340 parce que lui, il va nous permettre tout simplement de suivre l'évolution de la réaction, c'est-à-dire l'oxydation, parce que généralement, c'est une réaction d'oxydoréduction, d'accord, où vous allez voir un changement stoichiométrique au niveau du cycle pyridinique, d'accord, qui va passer du NAD+ vers NADH, d'accord, plus H+, et donc, quand la réaction se déroule, par exemple, la réaction d'oxydation ou du cycle nicotinique, d'accord, vous allez voir une diminution, voilà, de l'absorbance à 340. Quand c'est la réaction plutôt de réduction, vous allez avoir une augmentation de l'absorbance à 340. Donc là, c'est pour ça qu'on recherche toujours le NADH. Et vous allez voir dans le TP que nous allons faire de métabolisme. On va suivre, je vous ai expliqué la dernière fois, la glucosylphosphate déshydrogénase, mais même si elle n'implique pas le NADH, on va la coupler à une autre réaction voilà, qui implique le NADH. Et comme ça, nous allons pouvoir suivre l'activité de la glucosylphosphate déshydrogénase. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un peu, voilà le choix. Vous avez compris que pour la spectrophotométrie, vous la connaissez, ça va être peut-être le premier exercice de notre TD de la cinétique, ça va porter sur la spectrophotométrie, donc j'essaie de voir un peu vos connaissances. Donc, quel est l'intérêt? Comment on peut suivre? Nous avons fait ça l'année dernière dans un TP de DUG, d'accord? Comment vous pouvez suivre l'apparition donc d'un substrat ou la disparition ou l'apparition d'un produit, la disparition d'un substrat en spectrophotométrie? Comment? Madame? Oui. Ça peut être que chaque produit a son degré d'absorption de lumière. Oui. Alors, on va comparer le degré d'absorption de lumière soit d'un produit qu'on connaît ou bien d'un substrat qu'on connaît. C'est-à-dire de votre substrat, d'accord? Vous allez prendre en principe votre cuve de spectrophotomètre, vous allez mettre votre substrat, vous allez mettre votre coenzyme s'il y en a, et vous allez mettre votre enzyme, voilà, avec bien sûr un tampon au préalable, et vous allez suivre la réaction, vous allez suivre l'évolution de l'absorbance en fonction du temps, d'accord? Et vous savez bien que selon la loi de Beer-Lambert, donc l'absorbance en fonction du temps, c'est systématiquement, d'accord,
dites-moi, qu'est-ce qui arrive en fonction du temps? Qu'est-ce qui arrive? Donc, vous avez une cuve, d'accord, et vous avez une lumière, d'accord, une cuve, et vous savez bien toujours sur la cuve, le spectrophotomètre va vous permettre, d'accord, d'envoyer un faisceau monochromatique d'intensité I0 qui va traverser la solution de votre cuve, et ce qui va en ressortir, d'accord, c'est une lumière transmise, d'accord. Vous pouvez bien sûr en déduire la lumière absorbée, elle est là, là. Donc, vous savez bien que normalement, quand un faisceau monochromatique traverse une lumière, une cuve, quand il y a une solution dedans qui absorbe, elle va absorber une partie de la lumière et une partie, l'autre partie va être tout simplement transmise. Voilà, ça va être le faisceau transmis. Et vous savez bien, d'accord, que le I, qui n'est pas le I0, il décroît de façon exponentielle en fonction, d'accord, de l'augmentation de la concentration de la solution absorbante dans le milieu. Donc, plus ma concentration est importante, d'accord, plus je vais absorber et plus j'aurai une décroissance du faisceau transmis. Et vous savez également, ça c'est la loi de Beer, par contre la loi de Lambert dit que, en principe, le faisceau transmis décroît de façon exponentielle en fonction de l'augmentation de la longueur du trajet optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décroissance, donc ça veut dire que l'absorbance, regardez, l'absorbance, elle est proportionnelle à deux paramètres importants. D'abord, la concentration, suivez mon curseur, la concentration de la solution, excusez-moi, de l'entité absorbante, du substrat, si vous voulez, et la longueur du trajet optique. Comme nous, généralement, dans les cuves, on prend un trajet optique de 1 cm, c'est très simple pour nous. Donc, il nous reste que l'absorbance, elle est pratiquement proportionnelle à la concentration, d'accord, bien sûr, de la solution absorbante. Et c'est comme ça que nous allons suivre, d'accord, l'évolution. Donc, je vais tout simplement suivre l'apparition du produit ou la disparition de substrat via la loi de Beer-Lambert. D'accord, c'est l'absorbance qui va être epsilon Cl. Donc, l'epsilon, c'est le coefficient d'extinction. C'est vrai que je vois que je ne l'ai pas noté. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vos cahiers, vous notez. 2,3. Voilà. C'est quoi? C'est K sur 2,3. C'est la logarithme. C'est la ln de l'exponentielle sur ln 10. Exponentielle de quoi? C'est le log de base 10? Non, j'ai pas compris. Là c'est une intervention. Qu'est-ce que c'est? Comment vous pouvez me définir un coefficient d'extinction? Il correspond à quoi en fait un coefficient d'extinction? D'accord, parce que normalement, vous travaillez avec des formules, donc on vous explique mathématiquement par des formules pour que vous compreniez, d'accord, mais normalement, vous devez comprendre déjà la signification du coefficient, d'accord. Donc, le coefficient d'extinction, c'est quoi? Donc là, tu peux le faire tout simplement, c'est l'absorbance sur la concentration en substrat et le produit de la concentration avec la longueur du trajet optique, d'accord? Ça, c'est beaucoup plus simple que ce que tu m'as dit. Je n'ai même pas compris ce que tu m'as dit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le cas dont tu parles. Mais ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que c'est. Il correspond à quoi un coefficient d'extinction? On peut le connaître comme on ne peut pas le connaître. Quand on n'a pas le coefficient d'extinction, l'année dernière, oui. La capacité d'une molécule à absorber la lumière. D'accord. C'est le coefficient d'extinction, c'est la capacité d'une molécule à absorber la lumière. Dans quelles conditions? D'accord. Il correspond à l'absorbance. Quand elle est en solution. Quand elle est en solution, à 1 mol par litre, à 1 molaire. Le coefficient d'extinction correspond à l'absorbance d'une solution, d'accord, à une concentration d'1 molaire, d'accord, sur une longueur de trajet optique égale à 1. D'accord. Donc, un coefficient d'extinction, il caractérise,
voilà, une molécule donnée, une molécule absorbante donnée. D'accord? Par exemple, vous pouvez le marquer, j'aurais dû peut-être déjà le marquer sur mes diapos parce que vous allez travailler avec dans votre TD. Le coefficient d'extinction du NAD+, sur NAD+, c'est 6,22, 10 puissance 3, voilà, litre, mol moins 1, centimètre moins 1. D'accord? Le coefficient d'extinction du NADH ou de NAD, c'est 6,22 10 puissance 3 litres, mol moins 1, minute moins 1. Dans le TD, vous pouvez prendre 6,3 pour faciliter la tâche, parce que ce qui nous importe, ce n'est pas tellement l'exactitude, mais c'est pour savoir un peu comment que vous allez pouvoir approcher vos concentrations, comment vous allez pouvoir suivre votre cinétique enzymatique via le NADH, mais ce n'est pas vraiment la réelle exactitude. D'accord? Donc, c'est 6,3 10 puissance 3. D'accord? Donc, un coefficient d'extinction caractérisé. Si vous n'avez pas le coefficient d'extinction, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez pouvoir approcher votre concentration? Ça, c'est le TP. Sincèrement, je ne sais pas, je rentre dans ce détail, mais pour moi, c'est très important que vous le maîtrisez. Si vous n'avez pas, on vous donne le coefficient d'extinction, pourquoi on ne vous donne pas? Vous devez faire votre expérience. Qu'est-ce que nous avons fait l'année dernière quand on n'avait pas le coefficient d'extinction? Vous devez faire une gamme étalon. Vous prenez votre substrat, c'est-à-dire votre molécule qui absorbe, et vous en faites une gamme étalon. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez déduire la concentration, tout simplement. Vous allez prendre différentes concentrations de substrat et vous allez voir systématiquement les absorbances relatives à ces concentrations. Après, quand vous allez avoir la concentration que vous cherchez qui est inconnue dans votre échantillon ou dans votre expérience, vous allez tout simplement revenir. Qu'est-ce qui se passe? Madame, on ne vous entend pas. Ah, il y a un problème alors. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, il faut me dire tout de suite, hein, d'accord? Si vous ne m'entendez pas, n'attendez pas. Si il y a un problème, ce que je vais faire, pourtant j'ai encore mon Internet. Et maintenant, ça va? Oui, madame. Oui, madame. Donc, ça coupe par moment, d'accord? Donc, on va voir. Donc, si ça va, je continue. Donc, je vous ai expliqué. Si vous n'avez pas la coefficient d'extinction, vous allez établir une gamme étalon. Et donc, via la gamme, vous avez différentes concentrations de votre substrat qui vont correspondre à différentes absorbances. Quand vous allez avoir votre absorbance expérimentale, vous allez faire une projection sur votre droite et retrouver la concentration qui est relative à cette absorbance. Ou bien vous allez le faire à travers la pente, c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà, donc je vais passer là-dessus. Et donc, là. Madame, le son est Madame, le son, oui. Regardez, je vais passer en 4G. D'accord? Automatiquement, maintenant, on va faire le 4G le temps que on voit ce qui se passe au niveau de notre fibre optique. Donc, dites-moi maintenant si ça passe. Point d'accès mobile. OK. Ce que je vais faire, je vais shifter sur le réseau 4G. Plus simple. Voilà, je vais passer là. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, c'est madame. bon? Ok, donc on va rester sur 4G jusqu'à la fin du cours. Voilà. Voilà, donc je vais passer maintenant à la cinétique enzymatique. Et donc là, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Voilà, cinétique enzymatique, E plus S donne EP donne E plus P. Donc ce sont les intermédiaires. Donc généralement, on ne vous montre pas le EP. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, on n'a pas envie de trop vous compliquer la tâche. Donc généralement, on vous donne E plus S donne E plus P. D'accord? Et donc regardez. Vous avez, ce qui caractérise une réaction enzymatique, c'est toujours l'apparition de cet intermédiaire enzyme-substrat.
c'est toujours l'apparition de cet intermédiaire enzyme-substrat. Et donc, par la suite, vous allez bien avoir EP. Une fois que vous avez EP, cette réaction-là est rapide. Elle est très rapide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on ne vous la montre pas. Elle ne constitue pas une étape limitante dans ce transfert métabolique. Et c'est pour ça qu'on ne vous montre pas le passage EP plus qui donne E plus P parce que c'est une étape rapide. Par contre, l'étape limitante et la plus importante, c'est celle-là, c'est la K2. Qu'appelle-t-on une étape limitante dans un transfert métabolique? Si je parle d'une étape limitante, qu'est-ce que ça veut dire, une étape limitante? Quand vous allez avoir A, donne B, donne C, donne D, donne P à la fin, qu'appelle-t-on une étape limitante? Une réponse? Non. Donc, j'appelle étape limitante. Donc, c'est parce que vous savez bien que quand il y a plusieurs étapes intermédiaires, qu'ils vont avoir des constantes de vitesse différentes. Par exemple, ici, vous avez le K1, le K2, le K3. D'accord? Quelle étape, à votre avis, va régir la vitesse globale de ce transfert métabolique? Quelle étape? Est-ce que c'est l'étape la plus rapide ou c'est l'étape la plus lente? Quelle étape va conditionner la vitesse d'apparition du produit? Est-ce que c'est l'étape la plus rapide ou c'est l'étape la plus lente? L'étape la plus lente. C'est l'étape la plus lente, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle une étape limitante, d'accord? Dans un transfert métabolique, dans une série de réactions, d'accord? La réaction globale, d'accord, est généralement régie par l'étape la plus lente et c'est ce qu'on appelle l'étape limitante, d'accord? C'est l'étape limitante. Donc, par exemple, ici, l'étape limitante dans une réaction enzymatique va être plus simplement le K2. Généralement, c'est le K2 à des exceptions près, d'accord? C'est le processus, en principe, c'est le processus de catalyse qui est lent. Par contre, la rencontre enzyme-substrat est rapide, d'accord? La rencontre enzyme-substrat est rapide, c'est tout à fait normal, vous le savez bien, de par la spécificité et la reconnaissance et l'établissement des champs électriques entre le substrat et l'enzyme. C'est ce que nous avons un peu expliqué là, lors des premières séances de ce cours-là. Donc, normalement, la reconnaissance se fait de manière rapide et généralement, donc, il y a la genèse du complexe ES de manière rapide, d'accord? Et c'est plutôt l'étape catalytique qui limite la réaction, qui est plus lente. Là, ce que je vous représente, c'est tout simplement, on schématise l'évolution d'une réaction enzymatique via l'apparition de son produit en fonction du temps, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez, donc, ici, c'est quelque chose que vous ne voyez pas souvent. Donc, généralement, vous voyez quelque chose qui est hyperbolique dès le début. Et là, vous voyez que j'ai scindé cette étape en plusieurs étapes. Ça, c'est ce que vous avez déjà fait l'année dernière, donc j'insiste pas trop là-dessus, d'accord? Vous savez bien qu'il y a toujours une phase préstationnaire. Et l'étape préstationnaire, c'est tout simplement les premières rencontres entre l'enzyme et son substrat. Et c'est une étape qui est très, très rapide, d'accord? Généralement très rapide. C'est un peu de l'ordre des millisecondes. Et pour étudier cette étape, il faut avoir recours à des techniques, voilà, d'études de cinétique rapide. Pas les cinétiques classiques que nous avons ne peuvent pas rendre compte de ce qui se passe dans cette étape-là. Donc, c'est une étape qui est très, très rapide. J'insiste, c'est de l'ordre du milliseconde. C'est les premières rencontres entre l'enzyme et le substrat. Après, vous avez l'étape, la principale étape qui caractérise une réaction enzymatique, c'est cette phase-là. Donc, la phase préstationnaire rapide, généralement, on ne la repère pas dans une cinétique normale. La phase stationnaire, c'est ce qui est très recherché. C'est une phase qui est recherchée. Ce sont les paramètres ou la vitesse de cette phase qui va caractériser en quelque sorte l'activité d'une enzyme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, dans cette étape-là, c'est ce qu'on appelle une étape ou une phase stationnaire. Ça veut dire que l'enzyme est complètement saturée par le substrat.
c'est le début de la réaction, le substrat est encore en excès, et donc le substrat arrive à saturer tous les sites actifs de l'enzyme, d'accord? C'est ce qu'on appelle phase stationnaire, c'est pratiquement le régime de croisière de l'enzyme parce qu'elle travaille à son maximum voilà, d'activité, et automatiquement, quand je dis tous les sites actifs de l'enzyme, ça veut dire toutes les molécules qui sont présentes au niveau de la solution enzymatique vont être saturées par leur substrat et donc il va y avoir la réaction va être maximale. Donc au niveau de cette phase, la vitesse, elle est maximale, d'accord? Et si vous voyez un peu en principe, le profil de cette réaction ici, ça va être une réaction de quel ordre? D'ordre 0 ou d'ordre 1 ou d'ordre 2? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ordre 1. Oui. Alors, qui c'est qui peut... Est-ce que vous êtes d'accord sur la réponse de votre ami? Tout le monde est d'accord là-dessus? Ok. Regardez. Comment elle est la vitesse de cette réaction? C'est quoi la vitesse de la réaction? Pourquoi j'ai commencé par le rappel de la cinétique chimique? C'est pour ça. D'accord? C'est quoi la vitesse de la réaction? Je vous la mets ici. C'est le dp sur dt. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, comment il est là le dp sur dt? C'est la pente. C'est la pente. Vous êtes tous d'accord avec moi? Le dp sur dt, c'est la pente de cette droite. Comment elle est la pente de cette droite? Positif. Positif. Positif et quoi d'autre? Elle change? Constante. Elle est constante. La vitesse, c'est la pente. La vitesse, c'est la pente. Donc, c'est la vitesse et elle est constante ici. Ça veut dire que l'ordre de la réaction, il est comment? D'ordre 0, non? 0. Oui, l'ordre, il est comment? Je n'ai pas entendu parce que vous avez parlé en même temps. 0, l'ordre 0. L'ordre est 0, donc faites très attention à ça. D'accord? Si ici, c'était la vitesse, oui, je serais d'accord avec toi. D'accord? Là, si c'était la vitesse, on va voir que la vitesse se change. Si c'était là la vitesse, ici le substrat, je dirais oui. D'accord? La vitesse augmente en fonction de la concentration en substrat. Je vais dire que la réaction est d'ordre 1. Mais faites très attention. Et c'est pour ça que j'ai rappelé la cinétique chimique. C'est pour que vous fassiez attention à ça. La vitesse, elle correspond à la pente de la droite d'apparition du produit en fonction du temps. Notez ça bien, s'il vous plaît. C'est ça la vitesse. Et durant cette phase, on voit que la vitesse, elle est constante. Et qui dit qu'elle est constante, ça veut dire, donc elle est constante et pratiquement par rapport aux autres, là c'est la vitesse, là c'est la vitesse, là c'est la vitesse. Donc dans cette phase, là c'est la pente, elle est constante, d'accord? Et elle est maximale. Quand vous pouvez le constater, quand j'arriverai là, la vitesse, la pente, elle s'atténue et là la vitesse pratiquement s'annule parce que la pente, elle s'annule. Donc ici, la vitesse est maximale. Et c'est ça la phase stationnaire. La vitesse est maximale, c'est tout à fait logique parce que toutes les molécules d'enzyme sont saturées par le substrat et donc l'enzyme travaille à un régime maximal et donc elle produit le maximum de produits et de ce fait-là, elle produit le maximum de produits, faites attention à ce que je dis, par unité de temps. Ça, c'est important. Elle produit le maximum de produits par unité de temps. Voilà, c'est toujours ça, dp sur dt, la quantité de produits qui va être produite par minute ou par seconde. C'est ça la vitesse. Et c'est pour ça, c'est vraiment la pente. Et donc là, c'est la production maximale, c'est la vitesse maximale, c'est la phase stationnaire. Et c'est dans cette phase où nous allons toujours rechercher les capacités catalytiques de notre enzyme. Arrivé là, c'est une phase qui va être post-stationnaire. Voilà, c'est une phase post-stationnaire. Pourquoi elle est post-stationnaire? Comme vous pouvez le marquer, ce n'est plus la phase stationnaire. Le substrat ici, voilà, excusez-moi, le substrat ici devient limitant, d'accord, parce qu'il est consommé énormément ici. Donc, nous allons avoir la concentration de substrat ici qui diminue, d'accord, et donc il devient limitant.
non, vous allez pouvoir avoir cette possibilité-là. Et là, pratiquement, on peut dire que tout le substrat est consommé. Comme vous pouvez dire que je vais avoir une quantité importante de produits qui a été générée ici, d'accord? Et le produit rentre en compétition avec le substrat. C'est l'équilibre, d'accord? C'est ici le K-2 qui va être mobilisé, d'accord? Et automatiquement, ici, je peux dire, si ce n'est pas la quantité de substrat qui a été complètement consommée, c'est tout simplement l'équilibre qui s'établit entre tout simplement la production de produits ou le retour vers la synthèse ou vers la formation de l'enzyme et du substrat dissocié. D'accord? Donc ici, ça peut être l'équilibre, comme ça peut être une consommation complète de substrat. Donc vous avez les deux possibilités résident ici. Et là, c'est soit que le substrat est limitant, soit que le produit rentre en compétition avec le substrat pour l'enzyme, et donc la réaction retour commence à s'établir. Et comme vous savez que l'apparition du produit, c'est la vitesse aller moins la vitesse retour. Quand la vitesse retour est plus importante, automatiquement, vous allez avoir la vitesse aller ou la vitesse globale dans le sens de synthèse de produit va diminuer. Voilà, ça, ce sont des choses, ce sont des rappels. Donc ici, je vous explique ici un peu ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez qu'au niveau de la phase stationnaire, donc ce que je veux que vous notez ici, là c'est la disparition du substrat, là c'est l'apparition du produit, mais ici nous allons impliquer deux choses qui sont nouvelles pour vous, ce sont les intermédiaires. Donc la formation du complexe enzyme-substrat, regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la concentration du complexe enzyme-substrat au niveau de la phase stationnaire? Elle est constante. Elle est constante. D'accord? Pourquoi qu'elle est constante? Pourquoi la concentration de l'enzyme du complexe enzyme-substrat est constante au niveau de la phase stationnaire? Est-ce qu'elle ne bouge pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de production de produits? Non, madame, car l'enzyme est complètement saturée. Oui. On va trouver l'enzyme est complètement saturée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir autant de production de ES, d'accord? Suivez? D'accord? Regardez, il va y avoir, dès que, plutôt je vais l'exprimer différemment, ça c'est une constante dynamique, pas statique. La concentration d'enzyme substrat est constante parce que tout simplement, il va y avoir autant de substrats qui se forment que de substrats qui se défait sous forme de produits et d'enzymes libres. Donc, dès que l'enzyme a transformé le substrat en produit, elle va reprendre tout de suite un substrat. Et donc, nous avons le principe, l'impression que la concentration d'enzyme substrat ne bouge pas, mais elle est tout simplement, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. D'accord? Il va y avoir autant de ES qui se forment que de ES qui se déforment, soit sous forme de E plus S, soit sous forme de E plus P. Voilà. Donc, ça, c'est la phase stationnaire, s'il vous plaît. Donc, notez-la bien. Constante, la vitesse réactionnelle, elle est constante. Elle est maximale. La concentration de ES, elle est maximale, comme vous pouvez le constater. Et la cinétique, elle est d'ordre 0. D'accord? La phase post-stationnaire, je vous explique ce que je vous ai dit ici. La vitesse diminue soit parce que le substrat est limitant, l'enzyme n'est plus saturée en substrat, soit il y a le phénomène de réversibilité, d'accord? Ça, c'est pour la phase, pratiquement l'aplatissement total de votre peau. Voilà. Ici, regardez, quand on fait la cinétique en fonction de différentes concentrations en enzymes, à regarder l'apparition du produit en fonction du temps, on voit que plus j'augmente l'enzyme, plus ça, la vitesse de la réaction augmente. Suivez-moi, la vitesse de la réaction, je le rappelle, c'est la pente, voilà, de la phase stationnaire. La pente de la phase stationnaire, c'est ça. D'accord? Donc, la vitesse de la réaction, c'est la pente de la phase stationnaire. Quand je passe à là, c'est encore mieux, c'est plus joli, parce que le passage de la laser, j'ai récolté les trois pentes et je les ai représentées. Ce sont les trois vitesses initiales. Et là, regardez, qu'est-ce que je vois? Je vois une parfaite linéarité entre la concentration de l'enzyme et celle bien sûr, et la vitesse de la réaction. Pourquoi, à votre avis?
pourquoi ici le substrat ne régit pas la vitesse de la réaction? Vous avez deux particules qui s'associent pour générer un produit, d'accord? L'enzyme et le substrat. Et seul l'enzyme régit la vitesse de la réaction ici. Pourquoi? On a l'impression que le substrat n'est pas impliqué. Pourquoi? Car on excès. Très bien, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure, c'est la dégénérescence de l'ordre, d'accord? La réaction qui aurait dû être d'ordre 2 est d'ordre 1, comme nous avons démontré tout à l'heure, c'est tout simplement parce que le substrat est en excès par rapport à l'enzyme. Donc, si vous voulez réaliser ou apprécier les capacités réelles de votre enzyme, toujours mettre le substrat en excès, d'accord? Comme ça, vous allez apprécier fiablement, d'accord, ou de manière plus crédible, l'efficacité de votre enzyme. Voilà, ici maintenant, regardez, le substrat régit la vitesse de la réaction. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi ici le substrat régit la vitesse de la réaction? Parce que ici le substrat n'est pas en excès. Donc, plus je mets la concentration de substrat, j'augmente plus la vitesse. Madame, on n'entend pas. Je suis toujours en 4G. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à m'entendre ou pas? Oui, madame. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être un problème tout simplement de réseau. Ce n'est pas la fibre optique parce que même le 4G lâche par moment. D'accord? Est-ce que le son s'est arrêté pendant longtemps? Non, madame. Non? D'accord, donc je ne répète peut-être pas. D'accord? Donc, ici, vous voyez hypermoléculaire. Et là aussi, vous pouvez la scinder. D'accord? Où se trouve la phase stationnaire ici sur cette courbe-là? Où se trouve la phase stationnaire ici? Coco, vous êtes là? Il n'y a pas de phase stationnaire. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de phase stationnaire? C'est vrai que ce n'est pas une cinétique, mais bon, pourquoi vous dites la phase stationnaire existe ici, d'accord, vers la fin? C'est parce que c'est là où il y a l'excès de substrat. La phase stationnaire, c'est quoi l'équivalent de la phase stationnaire? C'est une vitesse maximale et constante. C'est ça une phase stationnaire. C'est une vitesse maximale de la réaction. C'est une concentration maximale du complexe ES. C'est ça la phase stationnaire. Donc ça, si maintenant lié la phase stationnaire à ces deux choses-là, quand la vitesse est maximale, quand la vitesse est constante, quand la concentration du complexe S est maximale et constante. Voilà, c'est très simple. Donc je vais venir là, la vitesse augmente. Donc ce n'est pas la phase stationnaire. Ici, là, j'ai trouvé une vitesse qui est maximale et constante. Là, la vitesse est maximale et constante. Le substrat est en excès, il va saturer complètement l'enzyme. Donc, le complexe ES va être maximal et constant. Donc, ici, là, c'est une phase en principe stationnaire. L'enzyme va travailler tout simplement en son maximum. C'est bon? Madame, il y a des coupures de sang. Beaucoup de coupures. Donc, on va peut-être repasser. OK. Ça n'arrivait pas avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais peut-être repasser à fibre optique. Oups. C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Oui, madame. Ok, donc on repasse à la fibre optique. J'ai l'impression que même le 4G foire. Ok, est-ce que vous avez compris maintenant la phase stationnaire?
Vous avez compris pourquoi je vous ai dit ici, c'est la phase stationnaire? Oui, madame. Oui, madame. Voilà, donc faites très attention à ça. Regardez, je vous le mets ici, courbe 3. Là, l'étape 3, la courbe s'aplatit, la vitesse est maximale et constante, la cinétique est d'ordre 0 puisque la vitesse est maximale et constante. Ici, la cinétique est d'ordre 0 parce que la vitesse ne bouge pas, d'accord? Vous allez avoir l'enzyme totale est totalement saturée, le complètement sous forme de ES, et donc la courbe tend vers une asymptote, c'est la phase stationnaire. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la modélisation, quelque chose que vous connaissez tout simplement. On va le faire rapidement, d'accord? Voilà, donc c'est la modélisation mathématique, tout simplement, de cette hyperbole équilatère. Donc, je reviens toujours à mon équation, d'accord? Là, ce sont ma réaction principale. L'enzyme réagit avec le substrat pour générer un complexe ES. Lui-même va générer tout simplement l'enzyme libre avec le produit. Donc là, ce sont les constantes d'association, d'accord? Constantes d'association, ici du complexe ES. Regardez les unités. Complexe d'association du complexe ES. Là, c'est une cinétique d'ordre 2. Vous le voyez bien parce que tout simplement, il y a ES. Hein? Constante de dissociation du complexe ES ici, c'est soit celle-là, voilà, soit celle-là. ES se dissocie de deux manières, soit en donnant ES, soit en donnant EP. Donc K-1 ou K-2, d'accord? Et toutes les deux vont être tout simplement des constantes de réaction d'ordre 1 parce que vous avez un seul substrat composant, c'est le complexe ES, d'accord? Et c'est pour ça, tout simplement, que vous allez avoir ici seconde moins 1, c'est l'unité qui caractérise la constante de vitesse d'une équation d'ordre 1. Après, vous allez avoir la constante de K2, voilà, ça c'est important, on va focaliser là-dessus. Donc maintenant, le K2, vous savez bien, c'est tout simplement la constante de réaction, bien sûr, de dissociation de S pour donner tout simplement l'enzyme et le produit dissocié. Voilà, c'est le K2. C'est une constante également, bien sûr, de l'unité seconde de moins 1. C'est ce qu'on appelle la constante de vitesse catalytique. D'accord? C'est le cas catalyse. Et ça, bien sûr, parce que c'est elle qui va tout simplement rendre compte du processus catalytique. Donc, ES donne ES. Là, c'est l'association du complexe ES. Là, c'est le fait, la catalyse se déroule ici sur cette réaction. Et c'est l'étape qui est la plus limitante. C'est l'étape limitante pratiquement de tout ce tronçon-là. D'accord? Parce que généralement, K1 et K-1 sont vraiment très élevés par rapport au K2. D'accord? Très élevé par rapport au K2. Ce qui fait le K2, généralement, je vous dis, il y a des cas particuliers. Par exemple, si vous prenez la catalase, il y a un K2 qui est très élevé. Mais généralement, c'est ce qui se passe. Ce qui fait, c'est cette étape-là qui conditionne la totalité de la réaction enzymatique. Et c'est pour ça que carrément, on met la vitesse est égale à K2ES directement parce que c'est cette partie-là qui régit la vitesse de la réaction. Vous allez voir l'approximation de Michaelis. Généralement, on néglige le K-2. On néglige le K-2 parce qu'on se met dans les conditions initiales ici, à l'état stationnaire, et donc le substrat est encore en excès. Et Michaelis, bien sûr, Mainten avait commencé par Michaelis et Mainten, ce sont deux personnes, par donner cette hypothèse, c'est-à-dire ils ont modélisé tout simplement la réaction enzymatique en une équation mathématique en se basant sur l'hypothèse qu'ils se mettent tout simplement à l'état stationnaire où le substrat est en excès par rapport à l'enzyme où très peu de produit est généré, ce qui fait la réaction retour. Tout simplement, nous pouvons la négliger parce que nous sommes au niveau de l'étape stationnaire. Donc, seule la constante de vitesse catalytique ou le K2 va régir l'ensemble de la réaction. Voilà, donc pour la modélisation, vous allez avoir deux choses, d'accord? Vous allez avoir en fait deux étapes dans l'histoire de l'enzymologie. Vous avez en 1913, c'est Michaelis et Mainten qui ont les premiers proposé la modélisation de la réaction enzymatique, d'accord?
Et ils ont émis 3 conditions, voilà, pour leur modélisation. C'est ce que nous venons de dire. Ils se mettent tout simplement dans la phase initiale, dans la phase stationnaire, et ils supposent que très peu de produit est généré, donc nous pouvons négliger la réaction retour. Ils supposent que très peu, voilà, très peu de substrat a été transformé en produit, comme nous avons vu tout à l'heure avec le produit A et B. Donc, la concentration du substrat à l'instant T, elle est tout simplement, regardez, voisine de la concentration du substrat initial. C'est comme ce que nous avons montré tout à l'heure avec le A et le B. Quand le A0 est très élevé par rapport au B0, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on peut tout simplement assimiler la concentration de S à la concentration de S0 parce que le substrat est en large excès par rapport à l'enzyme. Voilà. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Là, après, Michaelis-Menten, au début, ils ont émis cette hypothèse pour modéliser leur réaction, c'est-à-dire, ils ont supposé que dès qu'il y a la rencontre entre l'enzyme substrat, très rapidement, il y a l'établissement d'un équilibre entre l'association de ES et tout simplement sa dissociation. C'est-à-dire, ils ont un peu focalisé sur ce tronçon-là. C'est ce qu'on appelle tout simplement le quasi-équilibre ou le pré-équilibre. D'accord? Ça veut dire que la constante qu'a proposée Michaelis, c'est le Ks, c'est une constante de dissociation K-1 sur K1. D'accord? Donc, dès qu'il y a la formation de ES, automatiquement l'équilibre, dès qu'il y a la rencontre entre l'enzyme avec le substrat, il va y avoir un équilibre rapide qui s'établit entre la formation de ES et sa dissociation. Voilà, c'est la 3e condition. Par la suite, en 1925, il y a Briggs et Haldane qui sont venus, voilà, et qui ont amélioré en quelque sorte l'équation originale de Michaelis-Menten, d'accord? Dans le sens, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, sauf que Briggs et Haldane ont négligé, en fait, n'ont pas posé la 3e condition. Ils sont passés tout simplement, ils ont plutôt modélisé la réaction enzymatique dans l'état stationnaire. Dans l'état stationnaire, c'est ce que nous venons d'expliquer maintenant. L'état stationnaire, c'est quand tout simplement le complexe ES est constant, quand il y a autant de ES qui s'associent que de ES qui se dissocient. Voilà. Et voilà, donc ils n'ont pas en quelque sorte tenu compte de la 3e. Ils ont dit que ce n'est pas du tout essentiel finalement de supposer que nous sommes en état de quasi-équilibre, de pré-équilibre, mais plutôt on va se mettre dans l'état stationnaire, donc il se rapproche plus de la réalité. Et là, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un état stationnaire? Donc nous l'avons expliqué, regardez, il va y avoir le DES sur DT égale 0, ça veut dire que la concentration du complexe ES est constante, d'accord? Comment on forme le complexe ES? On forme le complexe ES, regardez, par la constante K1 multipliée par la concentration de E et la concentration de S. C'est comme ça qu'on forme le complexe ES. La vitesse de formation du complexe ES, c'est K1 ES. C'est très simple. Par contre, comment nous dissocions le complexe ES? Nous dissocions le complexe ES via 2 possibilités. Soit en le transformant en E et P, soit en le transformant en S et E. Donc, soit sa dissociation sous forme de EP, soit sa dissociation sous forme de ES. Donc, la dissociation du complexe ES, c'est K2ES plus K-1 ES. Donc, vous avez les 2 possibilités de dissocier le complexe ES. Mais, donc, alors, c'est très simple. Dans l'état stationnaire, nous allons avoir autant de ES qui s'associent que de ES qui se dissocient. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'association, ça, c'est la dissociation. D'accord? Donc, nous pouvons dire que ES sur ES, on va ramener ici le ES, voilà. Et là, ça va être égal à K-1 plus K2 divisé par K1. Voilà. C'est très simple. Et c'est ça qui constitue la constante de Michaelis. À l'origine, rappelez-vous, la constante de Michaelis, c'était le Ks, c'est K-1 sur K1. Après, bien sûr, la théorie de Briggs et Haldane ou la modélisation de Briggs et Haldane qui se mettent plutôt dans un état stationnaire. Donc, le Km, nous saurons que le Km, c'est K-1 plus K2 sur K1
où c'est la concentration, le produit des concentrations de ES sur divisé par la concentration du complexe ES. Voilà. Donc, la constante de Michaelis, en réalité, c'est ça. Elle est caractéristique du complexe ES dans les conditions, bien sûr, d'équilibre, c'est-à-dire dans les conditions de l'état stationnaire. D'accord? Faites très attention. La constante de Michaelis, c'est dans l'état stationnaire. Et bien sûr, la constante de Michaelis dépendra de beaucoup de choses. C'est pratiquement la constante la plus utilisée en enzymologie. Elle rend compte tout simplement de l'affinité que possède l'enzyme pour le substrat. D'accord? C'est l'affinité, mais vous savez bien, elle rend compte, ça veut dire elle donne une idée sur l'affinité, mais vous savez bien qu'en réalité, c'est l'inverse de l'affinité. D'accord? Plus le Km est augmenté, plus l'affinité est basse. Donc, automatiquement, c'est l'inverse, mais elle donne des idées sur l'affinité. Et elle dépend, bien sûr, du pH, de la température et de la force ionique. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, nous allons rapidement donc, développer l'équation de Michaelis. Vous pouvez la faire déjà, s'il vous plaît, parce que pour nous faire gagner du temps, c'est très, très simple. Voilà, on peut même l'initier en 2 secondes. Voilà, je vous donne juste, moi, les outils pour en fait, suivre cette démonstration. Vous allez voir, vous allez vous retrouver facilement. Elle est très, très facile. La vitesse, je vous ai dit qu'on va l'exprimer essentiellement en K2ES. Pourquoi? Parce que K2, c'est l'étape limitante. Nous avons négligé l'étape K-1 parce que nous avons supposé que très peu de produits est généré. D'accord? Et pas assez, bien sûr, de substrat a été transformé en produit. Donc, on peut négliger le K-2. Et nous avons dit que c'est l'étape limitante, ça veut dire c'est la seule étape qui va régir la vitesse globale de la réaction. Donc, nous pouvons tranquillement mettre que la vitesse, c'est une constante de premier ordre par rapport au complexe ES, avec K2, bien sûr, c'est la constante de l'étape catalytique. Voilà. Et par la suite, donc, vous allez suivre la réaction. C'est pratiquement très simple. Je vous explique tout simplement ça. Une vitesse maximale, normalement, la vitesse, c'est K2ES. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'enzyme est saturée par son substrat, comment on peut transformer ES? Toutes les molécules enzymatiques. La concentration totale en molécules enzymatiques est sous forme de ES. Donc, comment on peut transformer le complexe ES? La concentration du complexe ES. L'enzyme totale est égale à la concentration du complexe enzyme. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, on peut remplacer parce que toute l'enzyme est sous forme, la concentration initiale de l'enzyme, l'enzyme est sous forme de ES parce que il y a un excès de substrat et l'enzyme est saturée en substrat. Donc, on peut remplacer ES par ET. Voilà, tout simplement. Donc, la vitesse, ça, c'est dans les conditions de vitesse maximale. Ça veut dire que dans les conditions d'excès de substrat, pas dans les conditions de substrat limitant. Dans les conditions de substrat limitant, nous avons ça. Quand la vitesse est maximale, c'est ça, automatiquement. D'accord? Donc, on peut mettre V sur V max est égal à ES sur ET. On peut simplifier par code. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, ici, on va tout simplement commencer par travailler par cette valeur-là, cette égalité ici. Le Km, c'est ES sur ES. J'ai tout simplement remplacé le E libre, d'accord, par le E total moins ES. Parce que la concentration de l'enzyme libre, c'est la concentration de l'enzyme totale que nous avons mis au début, à laquelle on retranche le complexe ES qui est formé. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Le E total, je la remplace là. Et je travaille par cette égalité-là. Voilà, le Km, c'est ES sur ES. Ici, c'est E total moins ES, S sur ES. Voilà, et je développe mon équation. Regardez, E total sur ES, facteur de S. Ici, il faut que je mette, voilà, tout simplement, voilà, divisé par ES. Et je développe tout simplement. Ce n'est pas du tout compliqué. ET sur S moins ES. ET multiplié par S moins ES multiplié par ES sur ES. Je divise tous les deux par ES. Donc là, quand je divise par ES, je vais simplifier par ES là. Et là, je vais recueillir ES sur ES moins S, tout simplement. Moins S là, dissocier moins ES. Et le moins ici, elle n'est pas
elle n'est pas en bas, d'accord? C'est ES, E total S sur ES moins S, voilà. Si vous faites ça chez vous, vous allez vous retrouver ça quand on faisait ça au tableau, c'est plus simple. Donc, le KM est égal au total ES divisé par ES. ES est égal au total S sur KM plus S. On sait bien que au total sur ET, c'est ça. ES sur ET, c'est V sur Vmax. Donc, je vais remplacer ici par V sur Vmax et je vais tout simplement ressortir l'équation de Michaelis-Menten. Tout simplement. Donc là, je vais mettre V sur Vmax. Voilà, elle est là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir récolter l'équation de Michaelis-Menten. Ce n'est pas compliqué. Donc, essayez de la faire vous-même. Bon, l'essentiel, c'est juste de comprendre d'où ça vous vient, cette équation-là. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Bon, c'est très simple, en fait, de faire ce développement-là. On ne va pas vous demander de le refaire. C'est juste pour que vous compreniez comment on y arrive. Donc, essayez de le faire pratiquement chez vous. Vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Et c'est ça qui va nous donner cette représentation hyperbolique. Donc, nous allons reprendre ça la prochaine fois. Et s'il y a des questions, bien sûr, je les prends tout de suite. Voilà, sinon, ça va être la prochaine fois avant le début du cours. Avant le début du cours, je me connecte toujours un quart d'heure avant le début du cours. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, préparez-les et donc on les clarifie, soit dans une démonstration ou autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on vous a déjà démontré l'équation de Michaelis-Menten pour celles qui l'ont fait dans le DEG? Oui ou non? Mutisme total. Oui? Voilà, donc quand c'est des choses que vous avez fait, vous me le dites, d'accord? Bon, c'est vrai que je refais ça pour les personnes qui n'ont pas vu dans la typologie. Mais donc, la prochaine fois, avec les linéarisations, on va y aller plus rapidement, d'accord? Voilà, vous voyez, donc là, on va parler un peu. Et après, pour les linéarisations, vous les avez faites